Non, j'ai fait plus de dîner mondain avec champagne et macarons, ça n'existe plus ça. Tu vas pas à tous les trucs de com, de machin. Mais pas du tout. Je suis sûr que tout le monde t'invite, t'es un peu l'influenceuse. Oui, mais je n'y vais Paris. pas. Et 3 jours après, je me levais le matin à 7h du mat. D'habitude, j'avais genre 70 écoutes à 7h du mat. Et là, j'avais 1500 écoutes. Là, t'as 1000 épisodes là 1570. 1500 épisodes, putain, Ouais. c'est ouf. Et j'adore ce que je fais en fait, surtout. C'est surtout ça que je m'éclate. J'ai pas du tout l'impression de travailler. C'est une chance assez extraordinaire, c'est que je me lève le matin, je me dis pas, oh là là, je vais au boulot. Jamais, jamais. Un grand merci à notre sponsor Comin, C-O-M-I-N. C'est votre nouvelle appli VTC avec qui nous avons passé du coup ces 3 jours pour tourner ces 9 épisodes. Grâce à qui on a rencontré Pierre qui nous a conduit dans Paris pendant qu'on tournait du coup les 9 épisodes de cette nouvelle saison. Comin, c'est la nouvelle application VTC qui est beaucoup plus juste déjà avec les conducteurs parce qu'elle prend seulement 10% de commission pour toi parce que du coup les courses sont beaucoup moins chères que leurs concurrents américains et avec des véhicules 100% verts, donc du coup c'est vraiment de la balle. Et tu me connais, je t'ai négocié une super offre pour que tu puisses le tester à Paris seulement pour l'instant. 10 € offerts par Comin avec le code dans ma Benz. Tu peux tester Comin, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Merci à eux et je te souhaite de passer un bon épisode. Allez à vous, qui ici adore les factures? Personne, hein? Eh bien, moi non plus. Et pourtant, en 2026 pour les grandes entreprises et en 2027 pour les TPE et les PME, tout devra être dématérialisé. C'est la loi. Mais pas de panique, Deltic t'offre une solution pour que tu n'aies absolument rien à faire, ou presque. L'idée, c'est de dire adieu au cauchemar de la gestion de documents. Factures papier qui s'empilent, saisies manuelles et bien sûr, un max d'erreurs à la clé. Sérieusement, on est en 2024, donc vraiment, pourquoi se compliquer la vie? Voilà comment Deltic te sauve la mise. Deltic, c'est l'automatisation ultime. Tes factures sont lues, saisies, validées et même classées sans que tu lèves le petit doigt. Du coup, fini les erreurs et fini la galère. Deltic s'intègre avec tous les logiciels de compta comme Sage, EBP, etc. Et même avec le tien, ne t'inquiète surtout pas. Ok, mais ça marche vraiment? La preuve, Carrefour City, Brut, le Crédit Agricole, Veolia et également des centaines de TPE et de PME sont déjà passés sur Deltic. Eux, ils gagnent un max de temps et toi, du coup, tu attends quoi? Et le meilleur dans tout ça, c'est le prix. Pour seulement 155 € par mois, tu as une solution qui coûte moins cher qu'un abonnement à la salle de sport. Et à ce prix-là, tu automatises tout ce qui t'ennuie le plus. Parce que 2027 et surtout 2026, ça arrive très vite. Mais avec Deltic, tu seras prêt avant tout le monde. Plus de perte de temps, plus d'erreurs, juste de l'efficacité. Alors, fais le bon choix. Passe sur Deltic dès maintenant et laisse la technologie faire le boulot pour toi. Et en plus, tu as un très joli code promo qui se cache dans la description de cet épisode. Donc tu n'as absolument rien à perdre, tout à y gagner. Merci à Deltic et bonne écoute. Hop, voilà. Clap, ça enregistre, c'est bon. Je suis avec Pénélope et tu sais que j'aurais trop kiffé faire une intro à la Pénélope Boeuf. Fais. Mais franchement, j'ai voulu, non mais il faut l'écrire et tout. Un pro. Non mais en vrai, franchement c'était naze, je me dis, je vais pas le faire, donc du coup non c'est bon, tu vois, je suis à chier, je l'ai pas fait. Et en fait, juste avant, on était en train de dire, je te demandais combien de temps duraient toi tes épisodes dans On tisse la toile. Ouais. Tu me disais environ 50 minutes et je dis ouais, en même temps, pareil, c'est ce que j'aime bien faire. Et tu venais de me dire que toi, tu viens juste de tourner, là avec notre ami Oussama Hamar. Je l'ai écouté. Franchement, très bon épisode. Vous avez été très bon. Et tu me demandais ce que j'en Est-ce que ça a changé ta perception du bonhomme? Bon, en fait, ça l'a pas changé. En fait, ça a conforté dans le fait que c'est juste un génie, quoi. Après, est-ce que tu me demandes si moi, je cautionne? Je cautionne pas vraiment le truc, quoi, tu vois. Non. Ça peut me gêner par moment qu'il y a des gens que ça gêne pas et que pour qui c'est un détail. Pour moi, c'est pas un détail. En fait, après, je suis plus moi dans le postulat en fait où je m'en branle en fait, quoi. Tu vois, je continue, tu vois, à consommer des contenus de lui, tu vois. J'ai pas écouté tous tes podcasts, j'ai dû en écouter, je sais pas, une vingtaine, dont celui avec Oussama parce que tu te dis toujours quand même c'est un peu exotique, c'est un peu sympa, quoi. Et en effet, franchement, il a été comme d'hab, il a été très bon, quoi. Il est bon, hein. Il est très fort. C'est ça, franchement, c'est juste le meilleur dans ce domaine, quoi. Ouais. Tu vois. Le meilleur storyteller. Ouais. Et toi, t'en penses quoi? C'est le meilleur storyteller et je suis un peu même jalouse de la façon dont il raconte des histoires et avec la romance en fait qui met autour parce que tu plonges dans tu plonges dans ce qu'il raconte. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, tu sais pas, mais en fait t'as presque envie d'y croire tellement c'est énorme, quoi. Ouais, complètement. Mais bon, de toute façon, on n'est pas là pour parler Non, on n'est pas là de parler de ça va. On est là pour parler de toi. Ce que je te propose, c'est que franchement, tu te présentes et après, on va dérouler le truc. Tu vas voir, c'est assez rock'n'roll. C'est large, je me présente, Hugo. Qu'est-ce que ça veut dire, je me présente? Je sais pas, en fait, quand tu arrives à un dîner mondain,
petite coupe de champagne, petit macaron du chef. Qui fait ça? Qui fait ça? Toi, je suis sûr que tu Non, fais j'ai ça, fait toi. plus de dîner mondain avec champagne et macaron, ça n'existe plus ça. Tu vas pas à tous les trucs de com, de Mais machin et pas tout. du tout. Je suis sûr que tout le monde t'invite, t'es un peu Oui, l'influenceuse. mais je n'y de vais Paris, pas. quoi. Non, mais en gros, moi j'ai monté une agence de com il y a 5 ans. En fait, j'ai commencé il y a 5 ans à faire des podcasts dans ma chambre. J'ai consacré 2 ans de ma vie à faire du podcast. J'ai fait plus de 1500 épisodes, plus de 10 podcasts différents. Et j'ai fait 7 millions d'écoutes. J'ai fait un hack. Je sais pas si tu es au courant de mon hack. Non, En vas-y, tu gros, vas me le redire. mes podcasts marchaient pas particulièrement. Ça faisait 300 écoutes par jour, ce qui est pas extraordinaire, quoi. Ce qui est quand même pas mal. C'est déjà pas mal, mais c'est pas. Tu gagnes pas ta vie avec ça. Et un jour, j'étais à Opéra, j'étais un peu déprimée et j'avais envie d'écouter de la musique. Et du coup, je suis allée à l'Apple Store pour m'acheter des écouteurs. Et là, je me dis, tiens, je vais aller voir s'il n'y a pas mon podcast sur les iPhones en démonstration. Ma vignette de podcast, tu vois. Et donc, je vais sur l'iPhone en démonstration. Il y a Apple Podcast. J'appuie, je tape l'arnaque, c'est le nom de mon premier podcast. Et là, je vois ma vignette. Oh, trop marrant. Et là, je télécharge tous les épisodes. J'en avais 30 à l'époque. Je télécharge tous les épisodes. Je mets des faux commentaires. Je mets des étoiles. Et je fais ça sur tous les iPhones en démonstration. De l'Apple Store de C'est-à-dire Saint-Germain. qu'avec les Apple, avec les iPhones qui sont en presse, c'est-à-dire qu'ils ont des comptes ouverts, tu peux mettre du 5 étoiles et tout? À l'époque. Ok. Depuis, je l'ai refait, ça marche plus. Mais en gros, du coup, ça m'a fait grimper dans les charts. Donc, à part flatter mon ego, ça ne sert à rien. Sauf que Apple s'est dit, oulala, mais qu'est-ce qui se passe? Là, il y a un podcast qui cartonne. 3 jours après, ils m'ont appelé, ils m'ont demandé ma vignette en bannière. Et 3 jours après, je me levais le matin à 7h du mat. D'habitude, j'avais genre 70 écoutes à 7h du mat. Et là, j'avais 1500 écoutes. Et en Ok. fait, j'étais en bannière, en podcast recommandé sur Apple Podcast. Et à l'époque, quand tu avais ton podcast en recommandé, c'était énorme. Ouais. Et il y avait 1500 écoutes à 7h du mat. Et en fait, je suis passée de 300 écoutes par jour à 8000 écoutes par jour pendant des mois. Parce qu'en fait, mon podcast souffrait juste d'un manque de visibilité. Parce que c'est un peu un des sujets quand tu lances ton podcast, que ce soit pour un podcast pour une marque ou un podcast en particulier, c'est comment tu fais pour le faire connaître. Et il faut mettre du média, il faut porter son podcast sur sa tête, quoi. Ouais, c'est ça en fait qui est super dur. Et en fait, ce qui était dur il y a 4-5 ans, il est encore plus aujourd'hui. C'est encore plus, ouais. Parce qu'il y a 10 fois plus de monde qui fait ça. Et juste pour revenir un peu au hack de l'Apple Store, en fait, je pense qu'on l'a tous fait ça. Tu sais, c'est tentant, t'y vas. Alors, par contre, c'est ultra chronophage. Ah oui, Et attends, mais tu sais que moi, je vais à l'Apple Store de Bordeaux. ouais. Et j'ai toujours pas le fin mot d'histoire, hein. Je sais pas comment il fait, hein. Je vais sur Apple Podcast. C'est quoi le podcast qui est en train de tourner? Mathieu Stéphanie. Mathieu Stéphanie. Mathieu Stéphanie, Génération Leader Self, sur tous les podcasts de tous les iPhones de France. Mais franchement, Dans j'ai les essayé de Apple le travailler au corps. Il me dit non, c'est une coïncidence. Moi Je suis aussi, il me sûr dit ça. je suis sûr qu'il y a un truc. Moi, je suis sûr qu'il y a un truc. Je comprends pas, je suis sûr qu'il y a un truc. Et du coup, moi, à chaque fois, je remets le mien. Mais bon. C'est sûrement un complot, hein, mais bon. Ah bah, il y a un complot, il complote. Ouais, franchement, bon, le Matt Stéphanie, Ouais, hein. on t'a t'a en à ligne l'œil. de mire. Attention, hein. Attention à toi, Stéphanie. Mais bref, donc du coup, tu lances ce podcast. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'était ce podcast en fait, qui a fait un tabac de Ouais. ouf à l'époque et qui a fait que toi, en fait, aujourd'hui, t'es pas une podcasteuse qui est devenue entrepreneuse. Est-ce que souvent c'est l'inverse? Ouais. Toi, tu fais partie des rares qui vraiment qui s'est fait connaître par le podcast parce que ça a été un carton de ouf. Ça a quoi. été un carton. Alors, c'était en 2018. À l'époque, il y avait quelques podcasts, dont des gros comme Mathieu Stéphanie, Bliss, etc., mais qui étaient en fait des interviews. Et moi, je suis allée sur un format assez nouveau pour l'époque, où c'est des chroniques. Donc, c'est très court, 5 minutes, fictionnées, entre guillemets. Enfin, c'est de l'autofiction. Donc, c'est mes histoires de vie que je raconte à la première personne du singulier. T'es pas la première, hein. Il y a Père Castor qui a fait ça aussi. Alors, il y a Père Castor. Alors voilà, tout à fait. Donc, Mais voilà, j'ai lancé ça et je m'en suis d'ailleurs pris plein la figure au début en me disant mais ça va jamais marcher, c'est pas engagé, c'est pas de l'interview, c'est pas du format long, tu parles que de toi, tout le monde s'en fout, nanana. Oui, en effet, je comprends que tout le monde se foute de mes histoires parce que je suis personne. Mais en fait, je l'ai pas du tout fait pour être écouté, je l'ai fait parce que j'avais besoin d'écrire, j'avais besoin de raconter des trucs. Ouais. Et donc j'ai fait un premier épisode, un deuxième, un troisième. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Au début, c'est mes potes, machin, qui écoutaient. Avec ce hack, ça a fait connaître mon podcast. Et derrière, il y a des gens qui se sont dit putain, c'est trop rigolo. Et en fait, c'est un peu comme une mini-série. C'est léger, hein, c'est très léger, sans prétention, mais c'est un peu marrant et c'est assez addictif parce que à la fin de chaque épisode, je dis et mercredi, je vais vous raconter comment ta. Et donc tu te dis ah putain, mais comment? Et en fait, quoi, c'est un hebdo? c'était 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, ouais. Mais ok. c'est court, 5 minutes. Mais au début, je mettais 1h30 pour en faire un. Maintenant, je mets 5 minutes. Enfin, là, j'en ai plus, mais je mettais un quart d'heure pour tout faire Tu monter. t'étais acheté quoi? Tu t'étais acheté un micro? Tu faisais un peu Ouais. de montage? Tu faisais comment en fait? Alors, je faisais tout. En fait, un jour, je me suis dit, bah tiens, je vais faire un podcast. Je suis allée chez Star Music. J'ai acheté un Zoom H6, un micro, des câbles XLR, une carte SD et puis mon Ah, ordi. quand même, il y avait un peu de matos quoi. T'as pas. J'ai pas fait ça à l'iPhone, quoi. Ouais, ouais. Non, Non, ouais. Ah, mais t'aurais pu. Enfin, par exemple, t'aurais pu le faire avec un micro à 100 balles ou un truc comme ça, tu vois. Oui, non, j'ai pris un micro de compète. Bah, j'aime bien quand je fais les choses que ce soit un peu propre. Et puis, comme je savais pas trop comment faire, j'ai pris le meilleur, tu vois, tu savais, bon.
Et puis après, j'ai mis les mains dans un logiciel de montage extraordinaire qui s'appelle Audacity. Je vous le recommande chaudement. Bon, reste c'est un piètre logiciel de montage, c'est un peu pourri, mais ça fait le taf. Et en fait, c'est très facile, c'est très UX, très intuitif. Pomme C, pomme V, tac tac. Et j'ai commencé à monter ça. Et c'est comme ça que j'ai mis les mains dans le podcast. J'ai appris à trouver, j'ai trouvé un hébergeur, j'ai essayé de comprendre. Et puis après, avec des hacks, des machins, des trucs, j'ai créé un épisode, 2 épisodes. Et puis j'ai écrit plus de 150 épisodes. Puis j'ai créé 10 podcasts. Et j'ai écrit le livre Créer son podcast pour les nuls. De la vraie collection jaune et noir là. Tout à fait. Putain, c'est pas mal. Ça, on pourra en parler après parce que du coup, tu lances ce premier podcast. Ouais. C'est quoi? C'est une saison de. C'est chaque saison fait 12 épisodes et je fais. Et tu racontes une histoire découpée en 12 quoi. Non, c'est 12 mini-histoires. Donc c'est première histoire, je raconte, la toute première histoire elle est marrante, c'est un peu ça qui a forgé qui je suis. C'est que je raconte en grande ligne que je suis à un terrasse d'un café, je suis en droit à l'époque, je suis à la terrasse d'un café, il y a un mec à côté de moi qui dit qu'il est directeur de l'Atelier de Sèvres, qui est une école qui prépare aux écoles d'art. Et je lui dis, mais on fait quoi dans ton école de préparatoire? Il me dit, on invente, on crée, on imagine. Ce que j'ai toujours voulu faire, mais on m'a toujours dit, Pénélope, créer, imaginer, inventer, c'est pas un métier. Donc je suis allée dans le droit. Je me suis perdue dans le droit. Et je lui dis, c'est ça que j'ai envie de faire. Il me dit, tu peux plus t'inscrire, les inscriptions sont closes. Là, je fais ce que j'ai appelé, il y a 5 ans, humblement, la pénélopade. C'est essayer d'avoir quelque chose, a priori, impossible à avoir, mais à l'usure. Et donc, ça veut dire que juste que je le saoule jusqu'à ce qu'il me dise oui. Et il finit par me dire, ok, je vais t'offrir un créneau, viens dans 2 semaines avec un sculpture, un truc, ce que tu veux de ton choix, ta carte blanche. Sauf que moi, je ne sais pas dessiner, je sais pas sculpter, je sais rien faire, j'ai les mains moites, donc autant dire que tout bave, je suis pas du tout manuel. Et en fait, j'invente un truc, je prends une feuille canson et puis je dessine le paradis avec des bouts de coton, je fais un truc immonde, mais l'histoire est un peu marrante autour. Et en parallèle, je prends des cours de théâtre amateur, et là, il y a une fille qui me dit qu'elle veut faire l'Atelier de Sèvres au moment où je lui parle de l'Atelier de Sèvres, elle me dit, moi c'est mon rêve, mais les inscriptions étaient closes, blablabla, et la meuf, c'est une vraie artiste, c'est la meilleure en théâtre, c'est une vraie artiste. Et là, quand elle me dit ça, je lui dis, mais Juliette, prends ma place. Parce qu'en fait, moi, j'ai aucune légitimité à aller à ces ateliers de Sèvres, à faire de l'art. Je fais des trucs canson en coton. Je fais des trucs canson en coton. C'est hyper dur à dire. Des trucs canson en coton, c'est très dur à dire. Et du coup, j'ai dit, vas-y, prends ma place. Elle a dit, mais t'es folle et tout. Et je dis, non, mais tant pis, je vais continuer une licence de droit. Elle y est allée, elle a été prise, ensuite elle a fait la Saint-Martin et tout. Et moi, je ne suis pas allée. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, plus jamais je ne saisirai pas une opportunité, et plus jamais je ne saisirai pas une opportunité de surcroît que j'ai créée. Et du coup, là, l'histoire que tu racontes, c'est l'histoire du podcast. C'est la première épisode. Voilà. Oui, donc ça, c'est pas vraiment passé. Ah si, c'est vraiment tous les des épisodes histoires. de l'arnaque, c'est vrai. Ok. Et en fait, pourquoi l'arnaque? Parce que j'ai toujours le sentiment d'être une arnaque. Parce que j'ai toujours eu des postes à haute responsabilité alors que je sais pas faire un Excel, je sais pas faire un maths sur PowerPoint. Et moi, j'ai juste un savoir-être et je suis pas très bonne en savoir-faire, tu vois. Ouais. J'ai pas de compétences, je suis une généraliste. Voilà. Et donc, tous les épisodes de l'arnaque sont tous vrais. Alors, 2, 3 que j'ai un peu vraiment romancé, mais sinon, c'est tout vrai. Ça, et à chaque fois, c'est un épisode, 5 minutes. Ouais. Et donc, du coup, la première saison, 12 épisodes. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc là, carton tout de suite. Ouais. Et là, tu te dis, ok, d'un hobby, d'un truc sympa et tout, peut-être qu'en fait que je peux en faire Pas du tout. Une entreprise, même Pas du toujours tout. pas. Là, je me dis, j'ai 2 ans de chômage, et pendant 2 ans, je vais pondre, je vais créer du contenu et montrer ce que je sais faire. Et donc, il faut que je montre que je sais faire plein de formats différents. Donc là, je sais faire la chronique. Maintenant, je vais faire une interview revisite. Donc, je lance un podcast qui s'appelle Pic Parole où j'interview des gens. Ils me racontent leur histoire au téléphone, ça c'est en off. Et après, je réécris toute l'histoire à la première personne du singulier. Et avec ma voix, je dis, je m'appelle Chanty Biscuit, et je raconte toute son histoire. Et je romance et il y a 300 pistes de son. Il y a des petites voix, des petits. Enfin bref, c'est un vrai. Ah ouais, tu te butes sur le montage et la post-prod quoi. Ouais. Il y a 25 heures de travail sur un épisode de 8 minutes quoi. Ah ouais, putain, ouf. Et ça marche. Et après, je lance un podcast de fiction. Donc 1, 2, 3 fiction avec un scénario de 8 épisodes. Donc c'est un scénario de Netflix quoi. 4 comédiens. Je fais enregistrer, je monte les trucs, je fais le sound design de fiction. Enfin bref, je fais tous les formats possibles, à savoir le récit, la chronique, l'interview. Ah ouais, toi t'as poncé le podcast en disant vas-y tous les formats qu'on peut faire. Donc maintenant je sais exactement ce qui marche, ce qui plaît, ce qui marche pas, ce qui plaît pas. Pourquoi un 8 minutes versus un 30, pourquoi une heure. Enfin en fait, oui. T'es un peu la boss du podcast. Je sais pas, il y en a d'autres. C'est un peu injuste que ma Stéphanie fasse plus de vues que toi, quoi. On est d'accord, d'autant que lui, il tend un micro. Il est en revanche très fort sur sa sélection d'invités. Et puis non, mais franchement, il a un truc. C'est vrai que
Je sais pas pourquoi on en vient à chaque fois. Je sais pas, c'est toi qui en parle. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est moi. Ouais. Mais c'est vrai qu'il est, non, mais c'est vrai qu'il est très bon. Mais revenons à Pénélope. Donc ça, c'est le troisième truc que tu lances. Voilà. Et ça, en fait, toujours, en fait, c'est quoi? Ça marche de mieux en mieux ou quand même l'arnaque, ça reste le top? Non, l'arnaque. Encore aujourd'hui, on me dit j'écoutais l'arnaque, j'étais connu avec ça. Pour moi, il y a encore peu de temps. Maintenant, franchement, je dis Pénélope de Antistatoire. Ah, cool. Alors qu'avant, je disais Pénélope de l'arnaque. Bah oui. Tu vois. Bah, pour les gens, c'est Pénélope de l'arnaque. Et du coup, ça a été très difficile parce que au bout de 2 ans, donc j'avais fait 7 millions d'écoutes, c'était énorme et tout. Et il y a Mythique, l'application de rencontre, qui me contacte sur LinkedIn, la VP de Mythique, en me disant puis je prenais un peu la parole dans les médias sur le podcast et tout. J'ai écouté tous tes podcasts, machin. Est-ce que tu veux faire le podcast de Mythique en marque blanche? Et là, je me dis banco. Et c'est là où je crée un studio de podcast qui s'appelle La Toile sur écoute. Et là, j'accompagne les marques dans la création de leur podcast en marque blanche. C'est ça. En B2B, en B2C, T'as chopé une expertise, du coup, forcément, Ouais. tu deviens un peu la gote du truc, donc tu vends le machin, quoi. Sauf que j'ai un peu de mal après à avoir d'autres clients parce que les gens pensent que je raconte que mes histoires. Ouais, ok. Je donne pas la parole à des journalistes, à des experts, à des machins. Mais c'est parce qu'en fait, à ce moment-là, t'as pas encore dit, hé les gars, j'ai une offre, c'est ça, je fais, du coup, l'agence que t'as montée après. Exactement. Et après, alors j'ai réussi à signer plein d'autres clients, etc. Et après, je me suis dit, mais en fait, si je sais raconter des histoires à l'audio, a priori, je sais le faire sur tous les autres supports. Et un peu par opportunité, parce qu'un client m'a dit, j'aimerais que tu m'accompagnes sur toute ma strat et que tu me refasses toute mon image de marque. J'ai pivoté. Et aujourd'hui, on est une agence La Toile. On fait de la stratégie, des plateformes de marque, des brandbooks, de la création de campagne. Et on garde toujours le pool audio podcast. Et bien sûr, un pool vidéo avec social media, etc. Vidéo de vœux. Et donc en fait c'est ça, en fait aujourd'hui le podcast c'est ta tête de gondole. En fait toi t'es vraiment l'archétype de la média-led compagnie quoi. C'est-à-dire de la média-led, je sais pas ce que ça veut dire. Alors c'est-à-dire qu'en fait c'est le média qui crée... LED, L-E-A-D, oui genre leader quoi. Ouais mais non je crois qu'en plus on dit LED, L-E-D, je sais pas pourquoi, tu sais c'est comme on dit prod-led growth. C'est-à-dire qu'en fait c'est ton produit qui fait que tu fais ta croissance ou tu peux être sales-led growth. C'est-à-dire c'est ton équipe de sales qui fait que tu fais de la croissance. Et donc toi t'es une média-led compagnie. C'est-à-dire c'est ton média qui attire en fait les clients quoi. C'est mon média, mais ce qui attire les clients plus que mon média, le problème c'est que c'est moi. Oui mais toi, justement, le personal branding est un média en fait. Tout à fait. Ouais. Donc du coup tu fais tout ça en fait, en effet comme tu le disais, tu fais partie de cette première vague en France. C'est vrai que maintenant ça paraît évident, mais c'est vrai que quand tu l'as dit, quand Matt, quand il y a toi, quand il y a Bliss, il y a qui d'autre? Change ma vie, Clotilde Dussoulier, développement personnel, Pauline Legnaud, Gratin, enfin... Tout ça en fait vous avez commencé tous, c'est ça, 2017, 2018. Ouais. Donc vous étiez un peu précurseurs, vous êtes un peu les premiers en fait à avoir vraiment glané en fait et puis même à avoir éduqué les gens à dire tiens en fait c'est sympa d'aller écouter des podcasts. Toi du coup t'es vraiment resté à fond là-dessus, tu l'as tout de suite assumé. Ouais. Pourquoi je l'aurais pas assumé? Ah non, c'est pas ça, c'est par exemple, tu vois, Matt, on va encore parler de lui, mais tu vois, il avait Cosa Vostra, il avait d'autres boîtes et tout. Moi, j'ai fait 2 ans de ça et après, j'ai fait c'est que récemment, en fait, qu'il maintenant, en fait, on va dire, c'est son métier à plein temps, quoi, tu vois. Oui, après, il a. Oui, je sais pas à quel point. Alors que toi, c'est directement devenu, en fait, ton truc à plein temps, quoi. Bah non, parce qu'aujourd'hui, moi, c'est l'agence à plein temps. Moi, aujourd'hui, mon podcast me prend 1 heure de temps où j'enregistre et après, j'ai des équipes pour monter. Et en gros, ça fait, moi, 3 ans maintenant que c'est full-time agence et que je fais plus l'arnaque. En fait, j'ai déjà fait, en gros, il y avait 1000 épisodes que j'ai fait sur mes podcasts et depuis... Là, t'as 1000 épisodes là? 1500 épisodes, putain, c'est ouf. Donc quand on me dit qu'est-ce que je dois écouter, en fait, parce que derrière j'ai Krusty Art, Krusty Book, Krusty Celebrity, j'ai fait les Power Rangers avec Caroline Mignot, Nina Ramen. Et ça pareil, il paraît que ça a été un four ce truc. Ah oui, ça a été un four, en fait ça c'est trop dommage. En gros c'était 70 épisodes de Caroline Mignot, 70 de Nina Ramen, 70 de Rémy Moulin, enfin bref 70 de 5 filles solopreneurs, experts dans leur domaine. Aussi, Caroline Jurado sur la crypto. Et en gros, la brand est ouf, Power Angel. Ah ben en plus la brand est ouf, la DA était géniale, etc. Et en fait j'ai pas réussi à le cranter, à trouver des partenaires et tout. Mais bon, en gros j'ai aussi Krusty Art où il y a 100 épisodes par podcast où je raconte l'histoire d'une œuvre d'art. Krusty Book, 100 épisodes sur l'histoire d'un bouquin. Enfin bref, il y a 1500 épisodes, on peut trouver plein de trucs. Mais aujourd'hui, ça fait 3 ans que je suis full-time agence et que je rentre chez les clients, chez les annonceurs via le podcast. Chez les gros, notamment chez les L'Oréal et tout, j'arrive pas en disant j'aimerais remplacer Publicis ou Havas. Non, pas du tout. Je rentre par le podcast parce qu'eux font pas forcément ça. Et en revanche, chez les petites boîtes, là, j'arrive en mode agence et je vous refais votre image, je vous aide à repositionner votre boîte, etc. Et donc ça veut dire que là, quand tu décides, on va revenir un peu en arrière. Juste la monétisation, donc démarre en fait avec Mythique. Là, du coup, c'est l'opportunité. Tu dis ah bah ok, voilà, de cette expertise, de ce média que je suis en train de créer, je peux en faire de l'oseille. Donc là, alors tu avais peut-être déjà monté la boîte ou non? Tu montes la boîte à ce moment-là? Oui, j'avais monté la boîte dès que j'avais monté l'arnaque, mais en gros c'était en. Donc là, du coup, tu montes la boîte. Donc ça, c'est la première opportunité. Après, comment ça évolue? Parce que là, à ce moment-là, tu es toute seule? Je suis toute seule, je suis chez moi toute seule. Après, je signe à l'Association française des urologues.
où je fais des urologues. C'est quoi, c'est les médecins de la teub, ça, non, c'est ça? Alors tout à fait, mais pas que, parce que c'est aussi pour les femmes. Et là, ok. Petite leçon, ça, allez voir un urologue absolument une fois dans votre vie, au moins quand vous avez 50 ans pour vous faire dépister du cancer de la prostate, et les femmes pour tout ce qui est descente d'organes, cystite à répétition, vessie, cancer de la vessie, tout le monde a des vessies, cancer du rein, tout le monde a des reins, c'est les urologues. Bref. Cet épisode est sponsorisé par le ministère de la Santé. Exactement. Et en fait, on crée 250 épisodes avec eux. Donc là, ça pareil, ça me lance. Et après, j'avais mon site et je suis toute seule à la maison et je monte ça toute seule. Puis au bout d'un moment, je prends quelqu'un, je déménage dans un truc un petit peu plus grand, enfin un peu plus grand quoi. Et là, je prends une alternante et puis je me staffe un peu comme ça, mais on bosse de chez moi. J'ai un ingé son en stage qui vient chez moi. Aujourd'hui, il est en CDI chez moi, c'est le boss, c'est celui qui est le plus ancien depuis 5 ans quoi, qui est encore là. On l'embrasse. On l'embrasse, Richard. Et après, quand j'ai signé ce contrat où j'ai pivoté en agence, là j'ai pris des bureaux et puis là maintenant aujourd'hui on est 15. Ok, nice. Parce qu'en plus, ouais, c'est ça, toi aujourd'hui l'agence ça fait quoi? Tu fais quasi ou tu as dépassé les 2 millions d'euros de chiffre d'affaires? Je fais 2 millions d'euros. Ouais, 2 millions à 15, c'est propre, rentable je suppose. Tout à fait. C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que tu peux donner des exemples de certains clients et en fait de ce que vous faites concrètement pour eux? Ouais. En fait, je pense que ça a démarré le podcast et tout. Et je suppose qu'en fait les gens t'ont dit en fait j'ai ça, mais bon quitte à faire le podcast, quitte à faire un peu ce truc-là, on voudrait aussi faire ça, on voudrait aussi refaire notre charte graphique et ci et ça. Oui. Et en fait t'es presque devenu pas 360 mais Si, je suis complètement 360, sauf je fais juste pas de médias, d'achat médias et pas de relations presse. Ok. Mais je fais aussi des sites internet. Voilà. Après, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Soit on vient de me chercher juste pour du podcast, pour booster la notoriété, pour fédérer les collaborateurs, pour renforcer la culture d'entreprise, pour asseoir son expertise. Bon, ça c'est la partie podcast. Ensuite, c'est beaucoup pour travailler la marque employeur sur des vidéos. J'organise des événements aussi, des séminaires. Là, par exemple, on refait les plateformes de marque, donc on repositionne la marque. Donc on fait des brain shops. Ensuite, on a un planner strat qui travaille sur le branding de la marque. On refait des chartes graphiques. On fait des campagnes 4x3 dans le métro. Ouais, donc c'est quand même très très large. C'est quoi le type de client qui vient vers toi? Alors en B2C, on a Lidl, Mythique, Etam, Siemens, Guide Michelin, Chanel. Pas mal. Et en B2B, on a Adobe, Geodis, Miracle, BDO France. Non, mais ok, on voit un peu Vinci. On voit un peu le type de client. Et en fait, maintenant, par exemple, le podcast en marque blanche, par lequel tu avais commencé avec Mythique, c'est quand même toujours quelque chose qui se demande. Moi, j'ai l'impression que c'est un truc ils en ont beaucoup qui ont tenté, mais j'ai l'impression que ça n'a pas marché pour grand monde, en fait, cette histoire. Alors, moi aussi, la raison pour laquelle on a pivoté, c'est que je trouvais que c'était un peu limité de proposer que du podcast parce que c'était un peu le dernier maillon de la chaîne. Ouais. Et quand tu dis, mais est-ce que vous avez, si je peux voir votre plateforme de marque, etc., je peux voir votre ADN de marque, ils disent, on n'en a pas. Ok. Et du coup, en fait, quand t'es juste un studio et que tu fais juste du podcast, quand t'es juste un studio de podcast, c'est un peu limité et c'est dur de faire un gros chiffre d'affaires avec du podcast de marque. C'est pour ça que nous, on est passé vite à agence où en gros, on fait du podcast, on amplifie avec de la vidéo, on amplifie avec de la conception-rédaction, on amplifie avec un accompagnement sur les réseaux sociaux, Ouais, c'est ça. Et en fait, tu déroules un peu la pelote de laine. Exactement. Quoi. Okay. Mais tu démarres par le bas, donc c'est plus difficile. Mais parfois, dans certaines boîtes, on démarre par le haut et on finit par le podcast. Ouais. Pour revenir du coup sur tes podcasts, moi évidemment, il y a un truc qui m'intéresse, c'est comment on les monétise. Toi qui fais du coup des millions de vues. Parce que tu l'as dit, en fait, toi, à la limite, ta première monétisation, c'était du coup un client qui t'a dit. J'avais commencé quand même avec mes podcasts en propre où ma régie m'apportait du business. Ça veut dire que. Alors, c'est-à-dire ta régie? Donc, en fait, j'ai un hébergeur qui s'appelle Acast et qui fait aussi office de régie. Ah, ok, je savais pas. Donc, ça veut dire qu'il me trouve, par exemple, Evian veut communiquer sur un podcast lifestyle féminin 20-35 ans. Et Acast m'appelle. Est-ce que ça t'intéresse d'avoir Evian sur ton podcast? Oui. Ok, est-ce que tu veux faire un host thread? Donc, un host thread, c'est moi qui dis bonjour à tous, avant de démarrer cet épisode, il faut que je vous parle absolument d'Evian. C'est tellement bon de boire de l'eau. Franchement, l'eau, on adore. L'eau, on adore. Evian, trop bon. Bon, bref. Salut Evian. Et derrière, il te donne un billet pour ce Et Acast, du coup, prend son cut, quoi. Exactement. C'est ça le modèle, quoi. Exactement. Okay. Parce qu'Acast, c'est un outil comme genre type Ocha. Exactement. Sauf qu'ils ont une régie aussi, quoi. Tout comme Achat, exactement. Ocha, ils ont une régie aussi? Ouais. Ah, je savais pas. Ouais. Ils m'ont jamais envoyé de business. Tu devrais les appeler et dire j'aimerais du business. Je vais les appeler. Dès ce soir. Mais ça, c'est quoi? Ça peut être des gros sous ou ça reste petit quand même? Ça peut être des gros sous si tu fais beaucoup d'audience. C'est une histoire d'audience. Comment on calcule ça? Parce que c'est vrai que souvent, tu sais, par exemple, sur YouTube, on dit tous les millions de vues, grosso modo, c'est 800 ou 1000 euros, etc. Donc c'est un peu les ordres de grandeur. Je suppose que sur le podcast, surtout,
Alors toi, t'es pas vraiment un podcast B2B, Non, pas du tout même. donc un podcast B2C. Ouais. C'est quoi un peu les ordres de grandeur? Comment on monétise les nombres d'écoutes? Mais en fait, un podcast B2B, c'est pareil. En fait, il y a plusieurs façons. Soit c'est, t'as un spot radio classique. En gros, soit ta régie te dit, je te colle du spot, du Audi, du machin, du Mercedes, je sais pas quoi, de ce que tu veux. Et c'est 15 € du 1000. 15 € du 1000. 15 € par 1000 écoutes. Ok. Mais tu cuts avec ton hébergeur. Tu gères ton revenu sharing avec eux, chacun son deal. Soit c'est Evian veut que tu prennes la parole et que tu fasses un speech dans tes mots, dans ton style, dans ton ton. Et ça, c'est en moyenne, parce que par exemple, Mathieu Stéphanie, lui, il le fait en direct, il passe pas par une régie, il a sa régie intégrée. Ouais. Il va directement lui, appeler. Corso, ouais. Voilà, il va directement appeler Evian. Et il va dire Evian, salut, tu veux pas communiquer, annoncer sur Mathieu Stéphanie, sur Génération de Yourself. Et moi, je suis pas à 60 € du 1000, comme la majorité est, mais je suis à 200 du 1000. Donc je suis à 200 pour 1000 écoutes. Et donc, comme je fais 800 000 mois, et ben ça vaut autant. Et c'est quoi? C'est en fait, si tu prends tel budget, je te cut en fait dès qu'on arrive. Exactement. En fait, si tu as 20 000 balles et que 20 000 balles ça fait 200 000 écoutes, je t'arrête à 200 000 écoutes. Ok. Et tu le mets dans ton système et ça s'arrête. Ok. Comme une campagne radio, quoi. Ouais, en fait, classique, ouais. Exactement. Donc toi, t'avais déjà commencé à faire ça quand même assez tôt quand ça marchait bien, quoi. Moi, ça fait ça. Après, pareil, Acast m'appelait en mode, tu veux faire le wording en mode host thread. Donc j'avais ces deux moyens, le spot radio classique et le host thread. Ensuite, il y a aussi, moi, de temps en temps, je connaissais des annonceurs, je les appelais en direct, comme ça, je prenais pas, Acast ne prenait pas mon cut. Et là, comme en B2B, vous faites, j'appelle Mercedes et je lui dis, salut, est-ce que tu veux pas annoncer chez moi? Si, bah, je te vends tant l'épisode ou tant la campagne. Et ensuite, il y a la partie brand content où là, tu vends un podcast, tu crées from scratch un podcast pour une marque en marque blanche. Et est-ce que toi, on t'a déjà proposé de te payer pour être dans ton podcast, hein? Oui, bien sûr. Et t'as déjà accepté? Oui, bien sûr. Ça coûte combien pour passer dans ton podcast? Ça dépend. Par exemple, si moi je veux passer dans ton podcast, bon, Mais je connais pas sur imaginons. ces chiffres. Je connais pas ces Non mais c'est plusieurs milliers d'euros, quoi, quand même. Ouais. Ah bah c'est pas 500 balles. Oui, ça, je me doute. Non, ça pas ça. Non, mais ça dépend de l'audience. En fait, c'est toute une histoire d'audience, Ouais. quoi. Et puis derrière, nous, on n'a pas juste un podcast audio, c'est filmé, c'est rediffusé sur YouTube. Il y a des extraits sur Instagram, il y a des extraits sur TikTok. Tu peux le pousser derrière, ça te crée du contenu pour toi, annonceur, pour le amplifié de ouf, pousser. ouais. Tu peux amplifier de ouf. Parce que toi, aujourd'hui, en fait, t'as là le dernier podcast en date. Ouais. Donc, du coup, là où tu vas à fond sur t'as la brand de ton agence. Ouais. Donc, du coup, là, qui est On Tisse la Toile. Ouais. L'agence s'appelle L'agence s'appelle La Toile. juste la Toile. Et là, c'est On Tisse la Toile. Exactement. Et là, donc, c'est un podcast d'interview. Voilà. J'interview des célébrités et aussi un peu des CEO. En gros, j'interview des personnalités. Ouais. Des gens qui ont une personnalité. Et j'essaye de. Ça s'appelle On Tisse la Toile, le podcast qui révèle la face cachée des invités. Ouais. Et j'essaye de pas poser des questions, donc c'est toi l'habitude qu'on leur pose. Et donc d'essayer de les challenger, de pousser. Moi, ma question préférée, c'est pourquoi. Et donc, pourquoi j'aimerais les pousser. Et j'ai envie d'avoir un peu ce qu'ils ont au fond des tripes, quoi. Et pas qu'ils me racontent ce qu'on peut entendre Ouais. tous les jours sur BFM. Ça, par exemple, tu vas poser quoi comme question? Non, bah j'en sais rien, mais par exemple, j'ai reçu Marlène Schiappa, je lui dis bon, pourquoi Playboy? Elle me dit bah parce que je dis oui, enfin, est-ce que c'est quand même pas un peu nanana? Bah non, mais attends, mais raconte-moi. Elle me dit, enfin, je dis mais t'étais quand même un peu nue sur Playboy? Bah non, comment ça? Bah si, on a vu des photos. Enfin, en fait, comme une conversation normale Ouais. que j'aurais avec quelqu'un normal que je connais et que je le pousse pour avoir les réponses à mes questions, quoi. Et Ouais. en fait, en vrai, je pose des questions qui m'intéressent en me disant que si ça m'intéresse moi, ça doit en intéresser d'autres. Ok, intéressant. Et aujourd'hui, là, c'est le seul podcast que tu Que je tu fais. continue, qui est live, ouais. Et ça, en fait, tu comptes quoi? Ça, en fait, en faire un podcast pour le coup là qui n'aura pas de fin. Qui C'est n'aura un pas de podcast en fait qui sera un peu fil rouge. Ouais, Mais est-ce que tu j'espère. comptes quand même continuer à en faire d'autres sur d'autres formats ou là t'as plus le time maintenant? Ah bah j'ai plus trop le temps parce que en plus du coup comme je bosse un peu mon personal branding, je fais des vidéos, je nourris mon Instagram qui a 20 000 followers, tu vois, en fait j'ai plus le temps. Donc ça j'ai un podcast, j'ai mon site internet pénélope.com que je nourris, j'ai ma page Instagram Pénélope, donc j'ai pas le temps de faire d'autres podcasts et celui-là il me prend quand même beaucoup de temps à moi, à mes équipes derrière avec tout le montage et tout. Parce qu'en fait ça c'est à chaque fois c'est forcément studio, il y a toujours Ouais. c'est votre propre studio du coup qui est au village Baïsa ou c'est vous louez au des- village. Ok, stylé. Ouais. Et ça, en fait, en plus, toi, ce qui est pratique, c'est que même tous les anciens, là, les 1500 épisodes, c'est-à-dire que toi, c'est quoi le nombre de vues quotidiennes là, que tu continues de faire? Alors, je fais plus 8000 écoutes par jour, hein, Ouais, bien évidemment, mais je fais plus la promo, il s'est arrêté depuis 2 ans. Je fais 1000 écoutes par jour encore. Ok, et ça, tu peux continuer à mettre encore une fois des monétiser, pubs. bien sûr. Des pubs. Il y Là, a de la c'est plus des pubs en Non, brand content ou quoi. non. C'est là, c'est en fait, c'est avec Du ta flow, régie. exactement, ils me mettent des pubs. Et ça, en plus, toi, ça te prend zéro temps, quoi. Ah bah, je fais rien. Tu prends juste ton virement Je chaque prends mon fin de virement. mois, Après, quoi. c'est pas énorme, hein. Franchement, je gagne 700 balles par mois, quoi. Ouais, mais c'est. Ah bah oui. Mais C'est du passif, Ah bah, quoi. pour rien faire, c'est extraordinaire.
Tu peux même te mettre ton petit compte PayPal et tout. Non, mais On cut, ouais, non, on fait pas du tout ça, Pénélope, hein, ça, jamais. J'ai pas de compte PayPal. On connaît. Et du coup, c'est quoi maintenant, on va vraiment revenir sur l'agence, parce que tu montes l'agence, là aujourd'hui, tu fais plus de 2 millions d'euros, tu as 15 personnes, je suppose qu'il y a quand même eu des étapes dans tout ça. Oui. Là, du coup, ça, on est sur une histoire qui dure, ça fait 3 ans, 4 ans? Ça fait 2022 que vraiment on est agence, quoi. Ouais, donc 2 ans, donc c'est quand même ultra rapide. Ouais. Qu'est-ce qui explique que c'est aussi rapide? C'est quoi? Est-ce que déjà, genre, t'as un client qui te prend genre 30% ou quoi? Ouais, j'ai un gros client et puis qui nous a aidé à cranter et à passer à Agence La Toile. Et maintenant, j'ai plein de clients différents sur des budgets différents, mais j'en ai un autre gros là qui vient d'arriver. Donc ouais, c'est allé vite aussi parce que j'aime bien quand ça va vite. Ça se voit ta façon de parler? Et j'aime bien quand ça va vite et surtout j'ai beaucoup d'idées et j'ai envie qu'elles se fassent parce que je suis frustrée de pas les faire et du coup j'ai besoin de gens pour les exécuter et du coup j'ai besoin de recruter et donc tac et j'adore ce que je fais en fait, c'est surtout ça que je m'éclate, j'ai pas du tout l'impression de travailler, c'est une chance assez extraordinaire, c'est que je me lève le matin, je me dis pas oh là là je vais au boulot, jamais. Parce que c'est vrai qu'on a même pas parlé de ce que tu faisais avant, tu as eu quand même une vie dans le civil. Tout à fait. Tu eût été une moldue avant de rentrer à Poudlard. Si on peut revenir un peu sur cette vie de moldue, c'est quoi? T'étais quoi en mode quoi? Cadre sub, grosse boîte? C'est quoi le parcours un peu? Ouais, j'ai fait 10 boulots différents en 10 ans, je m'ennuyais beaucoup, vite. Donc t'ennuyer en fait ça veut dire instable du coup? Voilà, précisément, tout à fait. Et j'ai travaillé chez Century Fox Cinéma, j'ai travaillé chez Groupon, j'ai travaillé chez M6, j'ai travaillé chez Publicis, j'ai monté une boîte que j'ai revendue, Groupon, quelle époque. J'ai bossé chez Énergie, j'ai bossé au Guide Michelin, j'ai bossé au Crystal Festival, j'ai bossé chez Reworld Media. Voilà. Et à chaque fois tu faisais quoi chez eux? Com, market, Vous êtes toujours baigné là-dedans, brand quoi, ouais. Digital, média, image, enfin... Et en fait j'étais assez frustrée. Pourquoi je partais? Parce que j'étais frustrée parce qu'on me réalisait pas mes idées, on me disait Pénélope, c'est pas la prio, on n'a pas le budget, tu pars trop en vrille, ta. Et moi, c'est pour ça qu'avoir une agence, je peux pousser mes idées un peu créatives auprès des clients, si jamais ils les prennent, c'est génial. Et surtout, quand moi j'ai des idées en interne, je les fais moi-même et c'est moi qui décide et du coup, je revis quoi. C'est ça, donc en fait, c'est pour ça que quand tu as monté l'agence, tu étais quand même déjà un peu de ce monde et donc du coup, tu connaissais aussi un peu leurs besoins. Tu ne sortais pas de nulle part, c'est pas une vocation qui arrivait. Non, mais après, c'était une évolution quoi. Passer de l'annonceur à agence, c'est plus difficile que passer de l'agence à annonceur quoi. Enfin, c'est-à-dire que j'ai jamais été dans le vrai dur, la prod, et ça s'est fait un peu naturellement. C'est-à-dire que j'ai monté un podcast en deuxième, je me suis dit mais en fait, si je sais faire ça à l'audio, j'étais frustrée de pas pouvoir le mettre en image. Bon, ça s'est fait assez naturellement. Et après, en revanche, je connaissais pas grand monde chez des annonceurs et du coup, j'ai dû from scratch, donc je fais du sales. Enfin, j'essaye de closer comme je peux, de dealer, de faire des événements, tu vois. Parce que c'est ça en fait. Ce qui peut être intéressant, c'est de comprendre comment tu as fait en fait déjà le 0 à 1. Parce qu'en fait, tu as passé quoi, le million d'euros dès la première année, dès la deuxième année? En fait, je ne sais même pas parce que ça fait 2 ans. Ouais, non, l'année dernière. Dès le premier bilan quoi. Ouais, ça allait vite quoi. Et en fait, qu'est-ce qui explique? C'est quoi? C'est que d'un coup, tu as eu un énorme contrat qui, du coup, t'a fait rentrer dans une autre sphère. Tu as pu name dropper et dire, je fais ça pour eux, c'est les GOAT, venez tous chez moi. Ouais, j'ai eu Qu'est-ce qui a fait? Parce que c'est pas anodin quand même de faire plus d'1 million dès la première année. J'ai eu un contrat qui m'a permis de prendre des bureaux et donc de recruter. Et derrière, c'est pas lui qui m'a fait tout mon année, mais ça m'a permis derrière de faire du sales, d'avoir le temps pour faire du sales et de trouver d'autres clients, quoi. Ok. Ouais, en fait, ça a l'air simple. Moi, je voulais qu'on en parle au moins 5 minutes, mais en fait, c'est tout, je l'ai fait quoi. T'as une question de merde, lui, je sais pas quoi dire. Avec ses questions. Non, mais je sais pas quoi dire à part que c'est très difficile. C'est pas du tout simple. Enfin, là, c'est simple de dire que oui, j'ai signé, mais c'est très difficile. C'est-à-dire que tous les jours, je me lève le matin en me disant je repars à la pêche, il faut que j'en trouve des nouveaux, peut-être que celui-là va partir, celui-là c'est juste un coup de one shot, celui-là ce projet est terminé. Donc en fait tous les jours je fais de la vente quoi. Ouais. Et de la créa et de la gestion. Alors maintenant j'ai un directeur général que j'ai pris pour essayer pour m'épauler. Ouais, parce que je n'arrivais plus en fait. Et puis que moi je suis pas quelqu'un je suis très très structuré et organisé si tu veux. Quand tu vois mon bureau d'ordinateur, je te dis comment est-ce que je fais pour te repérer. Mais du coup, j'ai quelqu'un maintenant qui pilote tout ça, qui structure, qui fait aussi de la strat. Et donc moi, moi maintenant, je suis là que pour ce dans quoi je suis bonne, c'est-à-dire créer et vendre. Ok. C'est ce
La créativité et la vente. Oui. Et pareil, parce que en fait, du coup, tu as répondu, je pense, à la fin de ma question, mais ce que j'allais te demander, c'est que passer de 0 à 1 million en termes de sales, bon, on a bien compris que c'était ton truc, tu avais quand même une super tête de gondole et quand même, ça partait pas de nulle part. Mais par contre, tu vois, moi, ce qui, limite, me fait plus saigner du nez, c'est de passer de 0 à 15 personnes en un an. Toi, est-ce que c'est un truc sur lequel tu as été à l'aise? Est-ce que tu as fait des conneries? A posteriori, c'est quoi un peu le playbook quoi, pour recruter et manager autant de personnes aussi vite, j'ai vraiment pas de conseils à donner à personne sur le recrutement, c'est très alors, difficile. Pas de conseils, mais alors du coup, ton feedback plutôt. Mon feedback, c'est que moi, je recrute à l'intuition. Okay. Donc au feeling, ce qui est bien et pas bien. Alors quand c'est des experts, non, je demande quand même des cas pratiques et des machins, mais sinon, en plus de l'expertise, il faut quand même qu'il y ait un fit, il faut quand même qu'il y ait du feeling, il faut quand même que ça fit, surtout dans une petite boîte où tout se passe là et donc il faut que ça marche, il faut que ce soit le même. Donc on a écrit un culture book, ça c'est très important. On a écrit un culture book sur. D'écrire un culture book aussi vite, ça, il y a peu de boîtes qui le font et c'est très bien. Mais parce que c'est très particulier et que moi je suis assez présente et qu'il faut accepter que je sois là et que je change d'avis et que je dise go et que je sais autant dire c'est super, bravo, je le dis vraiment facilement, j'ai aucun problème. Ah, c'est pas possible, on refait, donc je suis aussi exigeante et ça, il faut que la personne qui soit là, elle soit agile. C'est un de nos trucs. Si c'est pas agile, ça marche pas parce que je change d'avis très régulièrement. Et donc il y a eu un culture book et j'ai recruté des gens géniaux, comme ça, un peu par hasard, enfin avec le feeling, des gens qui n'avaient pas forcément la formation pour. En me disant, en fait, ils ont un savoir-être et je pense qu'avec un savoir-être, une motivation, tu peux les emmener très loin. Et c'est le cas, ils sont encore là aujourd'hui. Et maintenant, eux recrutent d'autres personnes dans leur style parce que c'est eux qui les managent. Ils essayent de faire un truc un peu pyramidal comme ça où ils se gèrent pour qu'il y ait de l'ownership. Et mais je dis ça, il y en a dont on s'est séparés au bout de 15 jours parce que ça marchait pas très rapidement. Enfin, en fait. Oui. J'ai pas de feedback parce que je refais les mêmes erreurs aussi, donc en fait je me plante. Alors il y a aussi une règle, c'est qu'avant ça m'arrivait, parce qu'on était en mode un peu rush, de recruter sur visio uniquement. Une fois, deux fois, trois fois, on faisait 3-4 entretiens, mais sur visio. Sauf qu'en visio, tu te dis, c'est pareil, tu vois. Et en fait, l'énergie en physique n'est pas du tout la même. Ouais, C'est-à-dire que ça, j'ai fait l'erreur 2 fois, une fois et demie. Et en gros, tu vois la personne arriver le premier jour, salut, tu vois, je l'ai vu 3-4 fois, et t'es là, ah non, c'est pas mon énergie, ça va pas marcher. Et en fait, c'est pas grave, tu laisses la chance et en fait, ça ne marche pas parce que c'est pas le même mindset. Et ça, c'est hyper important de voir les gens, même si t'as pas le temps, tu vois les gens. Ça, c'est un vrai conseil. Ça, on est d'accord, mais alors du coup, moi, ce qui m'intéresse aussi, tu me dis que vous avez écrit un culture book. Ouais. Et ça, c'est vrai que, tu sais, moi, je suis cofondateur de Kimono, donc c'est vraiment notre cam, la culture. Et il y a peu de boîtes qui le font, ou alors qu'elles le font, mais beaucoup plus tard. Pareil, est-ce que toi, tu peux nous expliquer comment vous avez conçu votre culture book et je sais pas, c'est quoi les valeurs de la toile, c'est quoi votre manifesto, sans rentrer dans le détail, mais qu'on comprenne un peu. Qu'on comprenne le processus, le playbook pour monter un culture book. Ça commence en disant que sur le papier, un Club Med c'est génial, mais qu'en fait le Club Med il plaît pas à tout le monde. Et que tu vois, tout le monde n'a pas envie de poser son cul sur une chaise avec un mini-club. Il y en a qui préfèrent être en sac à dos, en mode aventure. En fait, une boîte, c'est un peu ça. Et moi, je vais vous expliquer ce qu'est mon Club Med à moi. Et en fait, j'ai pas vraiment de technique, si ce n'est réfléchir à comment est-ce que je veux que les entretiens se fassent, comment est-ce que je veux que les collaborateurs se comportent, comment est-ce que moi, je veux être avec les collaborateurs, en fait, tu dépiotes, tu décortiques comment est-ce que tu veux que l'ambiance qu'il y ait dans ta boîte, les valeurs chez nous, c'est la transparence, l'honnêteté, la créativité et l'agilité. Qui sont nos valeurs, les maîtres mots. Et ça, déjà, moi, je partage tout, j'ai pas de filtre. Et si ça te dérange, on va avoir un problème. Si t'es pas agile, on a un problème. Moi, je suis hyper honnête, donc je dis c'est super, comme je dis c'est pas bien. Et la créativité, ça fait partie de nous parce que moi je transpire la créativité. Je suis une créatrice initialement. J'ai écrit des bouquins, donc podcast point nul, mais j'ai aussi écrit des romans, j'ai écrit une série télé. Donc c'est hyper important. Une série télé qui est passée à la télé ? Ouais, sur AB1. Ah mais franchement, je suis pas sûr que quelqu'un l'ait regardé. On en parlera après. Mais moi je l'ai même pas regardé, tu vois, parce que j'ai pas AB1. Mais donc voilà, et un culture book c'est hyper important sur et ça en fait la culture d'entreprise, ça démarre à ton offre d'emploi. Ouais, ça dès l'offre d'emploi et après surtout après à l'onboarding quoi. Ouais, et l'offre d'emploi déjà c'est hyper important est-ce que tu fais qu'un copier-coller d'un truc parce que non, tu fais dans ton ton de voix. Et ensuite comment tu les recrutes, ton process, l'onboarding, est-ce qu'il est un peu à l'arrache, est-ce qu'il est vraiment processé, qu'est-ce que tu leur fais, est-ce que pendant une semaine tu dis t'inquiète pas, juste tu te nourris, ou est-ce que dès le début tu les mets les mains dans le cambouis, est-ce que tu les fais rencontrer tout le monde, ou est-ce que non tu vas les rencontrer au fur et à mesure, est-ce qu'on déjeune tous ensemble à midi, est-ce que
En fait, chacun fait un peu à sa façon. Il n'y a pas de bon ou de mauvaise culture book, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise culture entreprise. Mais par contre, c'est important de l'écrire, ce que toi tu fais, et il faut toujours le faire. Ouais. Il faut ritualiser les choses. Oui, et puis comme ça, surtout les gens, avant de postuler, ils se disent ça me convient ou ça me convient pas. Et moi, il n'y a pas de surprise. C'est-à-dire que, et même en entretien, moi je dis, écoutez, souvent je suis le dernier. J'ai des gens qui ont regardé avant, qui ont passé des entretiens avant. Et ils me disent, ils en ont sélectionné 2, je passe des entretiens avec eux. Et moi je dis ce que je suis, qui je suis, comment je suis. Et déjà, si mon ton là vous plaît pas, en fait, ça va être un problème parce que c'est mon ton de d'habitude. En fait, je suis la même à la maison, quoi. Donc, et d'ailleurs, il y en a qui disent je trouve que vous parlez vite, vous parlez un peu brut et tout. Il y en a un qui a fait une crise d'épilepsie et tout. Ça, non, mais tu vois, il y en a qui sont au dernier stade et qui là me voient et ils disent écoutez, je suis pas à l'aise avec vous. Je dis ok, je comprends. Et en fait, j'ai envie de dire, mais si déjà tu es au dernier épisode et que au dernier entretien et que tu n'as pas regardé qui était la fondatrice de l'agence alors que c'est une start-up, on est 15. C'est pas normal. Tu vois, il y a aussi ça. Et par exemple, un autre truc en entretien, quel est le projet que vous avez préféré dans ce qu'on a fait sur notre site internet? Si le mec il sait pas où il dit un peu tous parce qu'en fait il a pas regardé. Moi je dis écoutez, on va s'arrêter là, l'entretien va s'arrêter là. Ça sert à rien. Moi je recrute des gens qui sont motivés et qui ont envie d'être. Parce que peut-être que ce qu'on fait ne va pas vous plaire en fait surtout. Vous n'avez pas regardé. Et donc on passe à autre chose. En fait, j'essaye de pas perdre de temps. J'en ai tellement pas beaucoup que. Non mais carrément, mais ça en effet Culture Book pour les gens en fait c'est pas grand chose mais c'est beaucoup quand même aussi, c'est-à-dire que c'est pas un truc qu'on écrit sur un coin de table en 1 heure, c'est un truc qu'on réfléchit. En effet c'est un truc qui déborde déjà du ou de la CEO, mais après en fait qui est important en fait de créer avec les équipes. Tout à fait. Parce que c'est ça en fait, c'est la culture en fait elle est surtout faite en fait avec le CEO ou la CEO et c'est ça les 5, 6, 7 premiers employés en fait qui créent en fait les premières bases de la culture de la boîte. Quoi. Et c'est important pour soi aussi de se le mettre par écrit parce que ça permet de se forcer à réfléchir à quelle culture on veut. C'est ça, et en fait après encore une fois de le ritualiser et en fait de le systématiser. Exactement. C'est ça, et en fait d'avoir toujours ce souci du détail. En fait la culture, en fait c'est comme une marque. Tu vois, si ta marque elle s'écrit en majuscule, jamais dans un mail tu vas la mettre en minuscule. Non, en fait ta marque elle s'écrit en majuscule. Tu vois, et dans mon Culture Book par exemple, il y a chez nous, on ramène, les gens viennent au 3e étage là où on est, on ramène les gens pas à l'ascenseur, on ramène les gens en bas de l'ascenseur. Et les gens, c'est des clients, nos prestats avec qui on est copains, on s'en fout, même si c'est nos copains qu'on voit le week-end, on ramène en bas. C'est un détail, c'est un petit truc. C'est des trucs très cons, mais en fait c'est ça, c'est tous les rituels qui font qu'on marche tous dans le même sens. Que en fait comme dans une équipe de foot ou comme quand t'es en classe et tout, ça sonne, tout le monde se met en rang ou quoi. Exactement pareil. Ça veut pas dire que c'est discipliné, militaire ou quoi, même si ça peut l'être, parce qu'il y a des cultures qui sont comme ça, mais c'est hyper important. Du coup la transition la plus nulle du monde. Je voudrais qu'on revienne au podcast pour les nuls. Super. Tu sais, question que je me garde ici depuis tard. Il faut que je lui pose, Parce que ça, c'est gaulerie. En fait, comment ça s'est. Je suppose que c'est une marque qui appartient à First Edition. À First Edition. Qui s'appelle First. Et j'avais déjà écrit des romans chez Flammarion et l'agent littéraire que j'avais chez Flammarion. En fait, il y a plein de gens qui m'appelaient en me disant Pénélope, tu peux m'aider à faire un podcast. Une fois, oui. 2 fois, oui. 3e personne, oui. 4e. Puis au bout d'un moment, passer 1 heure avec des gens gratuitement pour leur expliquer comment faire un podcast, j'avais pas le temps, j'avais des milliers de podcasts à produire, quoi. C'était à mon époque en 2020 là. Et du coup, un jour, j'ai dit à un gars, je lui ai dit mais Nicolas, je me souviens, je dis mais Nicolas, pourquoi t'achètes pas le livre podcast pour les nuls? Il me dit mais ça n'existe pas. Et j'ai dit ah bon, ok, j'ai raccroché. Et là je me suis dit attends, génial d'écrire le livre podcast pour les nuls. Et donc j'ai appelé l'agent que j'avais chez Flammarion en disant est-ce qu'on n'irait pas proposer à First d'écrire le livre podcast pour les nuls? J'ai une légitimité, je vais plus 1500 épisodes, 7 millions d'écoutes et tout. Et on est allé voir First et ils ont dit bah vas-y go et j'ai écrit le livre podcast pour les nuls. Et c'est un truc qui a bien marché ou c'est parce que c'est quand même assez niche 5500. Ah, pas mal quand même, pour un truc aussi niche. Pour un truc niche avec quand même 200 podcasts qui se lancent par semaine, t'as envie de dire comment tous ces gens-là. 200 podcasts par semaine qui se lancent? Oui, après j'ai pas le taux de gens de podcasts qui s'arrêtent au bout d'un épisode. Je crois que je l'ai vu quelque part cette stat, mais je me demande si c'est pas quelqu'un un jour qui a inventé la stat et tout le monde l'a pris. Je crois que c'est moi. Et en fait, on me l'a donné, on me l'a dite, mais je crois que cette personne l'a inventé. Depuis, je l'ai dit. C'est-à-dire en fait qui disait que, je sais plus quel est le pourcentage déjà des podcasts qui vont jusqu'à 3 épisodes et après le pourcentage qui vont jusqu'à 20. Et en fait ça, je crois que déjà 85% ne vont pas jusqu'à pas au-delà de 20 quoi. Mais même 3, enfin il y en a plein et en fait c'est le problème, c'est que du coup ça parasite les bibliothèques de podcasts, on sait plus quoi chercher, on sait plus lesquels, en fait tout d'un coup tu dis celui-là il y a pas mal, ah ouais d'accord il y en a que 3, il est abandonné depuis 2016. Il y a pas un nettoyage, il devrait y avoir un nettoyage des podcasts qui n'existent plus ou qui ont eu moins de 10 épisodes, tu vois. Ouais non, tu m'étonnes. Parce que toi du coup sur
parce qu'en fait, toi, tu as tellement de podcasts. Par exemple, là, Antis la toile, toi, Ouais. il est quoi? Il est dans les classements de quoi? C'est quoi? C'est business même pas? Parce que Non, toi, tu reçois pas que des CEO, non, quoi. c'est société, je sais plus comment je l'ai mis. Société, lifestyle, humour, j'ai mis dans 3, tu peux mettre dans 3 catégories. Tu mets dans 3 catégories? Putain, il Ouais. faudra que je regarde. Moi, je pense que je l'ai mis dans une seule catégorie. Et genre, t'es bien classé? Ouais, après, je suis bien classé, ça dépend des épisodes. Par exemple, Ouais. Oussama Hamar, ça fait un pic. On embrasse Oussama. On embrasse Oussama. Marlène Schiappa, ça fait un pic. Mathieu Stéphanie, ça fait un pic. Clémentine Gallet, ça fait un pic. En fait, toutes les gens. Gad Elmaleh, ça fait un pic. Ah, c'est vrai que t'as eu Gad Elmaleh, ouais. ouais. Tu l'as eu par Matt ou tu le connaissais toi? J'ai envoyé un message sur Instagram. Juste ça. Ouais. Et le mec, il a dit Ouais. OK. Ouais. Ah, il est dispo maintenant, Ouais. quoi, hein. Mais justement, ça, c'est hyper intéressant aussi. C'est comment, toi, tu travailles, je sais pas, alors, le CRM de tes invités. Tu vois, je vais donner un exemple pour illustrer. Moi, du coup, j'utilise, tu sais, le CRM Folk là-dessus. Dès qu'il y a quelqu'un que je veux inviter, je clique sur son add to Folk sur son profil Instagram ou LinkedIn. Mais tu vois, genre moi dans mon CRM, genre j'ai 200 personnes. En fait, c'est pour ça que oui. je fais 2 épisodes par semaine. Parce que je me suis dit, j'en ai 200. Si je fais un épisode par semaine, ça veut dire que si je veux avoir tout le monde, il va falloir que j'attende 4 ans. Mais moi, en plus, entre-temps, il y en a d'autres que je vais avoir envie d'inviter. Et donc, en fait, c'est pour ça que je me suis dit, bah vas-y, il faut que j'en T'as le produise temps, pas toi? mal. Moi, j'ai pas le temps d'en faire 2 par semaine. Bah regarde, là, je viens de venir 3 jours à Paris. J'en ai fait 9 d'un coup. Ah ouais, bah moi, ça, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Mais après, non, mon CRM, j'ai pas de CRM d'invité. J'ai des gens où je me dis, tiens, lui, j'aimerais bien. Là, j'ai Maud Ventura, par exemple, qui vient de sortir son 2e bouquin, qui est pas très connu, mais son 1er bouquin est extraordinaire. Son 2e est génial. Elle passe un peu partout. Je me dis, mais c'est l'occasion, elle est trop sympa. Boum, Maud, est-ce que tu veux venir? Et, alors, j'ai quelqu'un qui s'en occupe, mais là, je la connais, je l'appelle, boum, elle me dit ok, go. En fait, ça dépend aussi. Oussama, je vois qu'il veut son droit de réponse sur LinkedIn par rapport à l'épisode de Mathieu Collin, Nicolas Collin et tout. Boum, j'appelle. En fait, je fais un peu par opportunité. J'en ai toujours 6 d'avance, mais après, je le nourris par opportunité. Donc, tu as toujours, un mois et demi d'avance d'épisodes. Et après, comment tu fais pour les tourner? C'est quoi? Il y a des semaines, tu en tournes 3 et après, tu fais rien pendant 2 semaines? Ça dépend Ou du c'est dispo des vraiment, gens. En gros, parfois, j'en tourne 2, parfois, j'en tourne pas. Là, cette semaine, j'en ai pas tourné. La semaine prochaine, j'en tourne 2. Ouais. Ça dépend. C'est quoi, par exemple, parce que là, nous, notre épisode, il sortira peut-être dans 1 mois et quelques. Ouais. Parce que, pareil, j'ai toujours 1 mois et demi et quelques d'avance. Bah là, normalement, j'ai eu, alors si jamais c'est passé dans les temps, j'ai eu Bob Sinclair. Ah, pas mal. Voilà. Il sort quand? Bah, il est sorti, normalement, cet épisode est sorti. Non, mais alors, du coup, nous, là, on est en train de tourner fin Voilà. septembre, mais c'est quoi, il Là, sort en octobre? j'enregistre la semaine prochaine, donc on va le diffuser en octobre. C'est ça, non, mais de toute façon, je pense que là, cet épisode sortira début novembre. Bon, bah, bref. On sera bon. On sera bon, il sera sorti. Non, mais t'inquiète, de toute façon, je te redirai, puis Oui, tu oui. me diras. On s'en Mais en souviendra gros, pas du tout, Bob mais c'est pas grave. Sinclair, Bob Ventura, cet écrivain, cette écrivaine, j'ai qui d'autre? J'ai Clotilde Soulier qui a fait le podcast Change ma vie, qui est le premier podcast de développement personnel. Je vais avoir un politique dont je tais le nom. Je vais avoir un acteur trop connu. J'attends le go définitif. Enfin, Et pareil, là, je vais avoir normalement le DG d'une grosse boîte qui a des gros. On attaque cette boîte pour plein de sujets et donc je lui donne la parole pour qu'il s'exprime. Ah, pas mal, ok. Et, pour revenir à ce que tu disais, là, tu vois, parce qu'en plus, on en parlait tout à l'heure, genre inviter un politique ou quoi. Ouais. Moi, c'est vrai que c'est un truc, à un moment donné, pareil, je suis en pourparlers là, avec certains, donc certains même de gros, dans tous les sens du terme. Comment tu vas l'aborder ça, toi, d'inviter un politique? Parce que du coup, c'est quoi? Tu vas plutôt avoir une posture presque de journaliste ou quoi? Ou ça va être plutôt une discussion lifestyle ou quoi? Discussion. Alors tu vois, par Marlène Schiappa, je l'ai interviewée, je lui parle de son Playboy, je lui parle de pourquoi Est-ce que cette histoire de Playboy, elle a posé nue, Elle posait pas nue, dans Playboy t'es pas nue, mais t'es en tenue un peu. Mais avant d'être ministre ou après? Eh ben, ministre, plus ministre, Playboy. Ok, mais en gros, je savais mais en pas. fait, elle a posé en robe de Marianne, beaucoup Ça moins va. dénudée que voilà. Ouais. Mais non, mais après, Marlène Schiappa, je lui pose des questions. Je vais pas aller rentrer dans du politique. En fait, l'idée, c'est d'apprendre à la connaître elle et de se dire qui est Ok. cette personne derrière. Plus sur l'homme et la femme, quoi, en fait. Exactement. Ouais. Ok. Et pareil, sur des acteurs, des actrices, etc., ça va toujours être la même, quoi. Ouais, j'essaye de décaler, de faire en sorte qu'ils nous racontent des trucs qu'ils n'ont pas racontés partout 1000 fois, quoi. Ouais. Et en fait, c'est ça qui se passe. Ils sont assez contents. Mais c'est un peu ça, en fait, le plus difficile, en fait, aujourd'hui. Surtout, là, encore une fois, toi, t'invites pas que des CEO et tout. Moi, c'est vrai que c'est quand même beaucoup ma cam aujourd'hui. Ouais. Alors, je veux pas en sortir, mais j'aimerais justement aller voir un peu au-delà. Mais c'est vrai que c'est, en fait, toujours ce qui est difficile, c'est d'avoir les gens qui ont été invités nulle part. En fait, souvent, s'ils sont invités nulle part, c'est soit parce qu'ils veulent pas faire de podcast, Ouais. ou alors parce qu'ils sont moins connus ou quoi. Et en fait, de toute façon, on le voit bien dans les résultats aussi. Oui. Hein. Mais heureusement qu'on fait pas que des épisodes
par rapport à des nombres de vues ou quoi. Mais c'est ça en fait qui est un peu difficile quand on fait son line-up quoi. D'autant que parfois il y a des épisodes qui sont bien plus intéressants avec des gens pas célèbres qu'avec des personnalités quoi. Et t'as envie de les pousser parce que c'est passionnant et en fait les gens comme ils les connaissent pas, ils ne cliquent pas sur l'épisode. Parce que toi comment tu les distribues? C'est quoi? C'est par tes réseaux? C'est LinkedIn, Insta, newsletter? Donc c'est diffusé sur Spotify, Apple, etc. Et ensuite sur YouTube et après je fais de la pub sur LinkedIn, je fais des stories sur Instagram que je pousse en méta, que j'amplifie, enfin je mets un peu de sponsor. Donc tu amplifies comme avec de la sponsor, t'es pas la première à me dire ça. Ouais. Tu mets quoi comme budget sur un épisode? C'est quoi, 50 balles, 100 balles? Je mets rien, en gros sur la story méta, je vais mettre 30 € par semaine et sur l'épisode, l'extrait vidéo le mieux et puis je redirige vers soit YouTube, soit Spotify en fonction de mon humeur. Ça, tu vois, c'est un truc que je voudrais mettre en place, parce que moi j'avoue que je fais rien là-dessus, mais tu vois, c'est parce que j'ai pas encore créé vraiment d'équipe autour de moi là-dessus, c'est un peu tout seul quoi. Mais tu vois, ça je voulais le faire, mais ça apporte du monde ça, genre de mettre 30 € par semaine? Bah en fait ça apporte pas tant de monde, mais en fait ça apporte pareil de la présence à l'esprit, ça veut dire que quelqu'un va le voir dans son feed, ta story une fois, une deuxième, avec ta même DA. Ouais, ok. Et après tu dis ouais bon en fait attends je vais aller cliquer parce que ça fait 15 fois qu'on me pousse ce contenu, qu'est-ce que c'est? Et moi il y a plein de gens qui m'ont dit ça me plaisait pas, celui avec Oussama j'ai adoré, du coup je me suis fait tous les autres, mais c'est génial en fait. En fait c'est aussi pour ça, c'est que souvent en fait on va inviter des gens qui sont un peu bankable. Parce qu'en fait, ça permet de faire de la découvrabilité pour le reste du podcast. Quoi. Typiquement, j'ai invité le président, le trésorier de l'Association française des urologues, justement, dont on parlait, qui est super. Et cet épisode est super. Et il parle normalement d'urologie, d'éjaculation précoce, de sang dans le sperme, enfin des trucs, c'est passionnant, grand public. En plus, avec le mois de novembre, là, Movember, enfin bref, sur la santé des hommes, c'est hyper important. Comme il n'est pas connu, ça n'a pas fonctionné. Comme un Oussama, alors qu'il est passionnant, le truc est passionnant et t'as envie que tout le monde l'écoute, tu vois. Du coup, c'est un peu ce qui est frustrant, quoi. Ah bah ouais, c'est un peu frustrant, mais c'est pas grave, moi je kiffe les faire, c'est ce qui compte. Et du coup, là, sur autre chose, pour rester sur cette partie un peu podcast, mais vraiment au sens plus large, on va dire création de contenu, parce que je pense que c'est ça, si en 2 ans, enfin même en 4 ans, t'as lancé 1 million de formats ou quoi, aujourd'hui, ça te manque pas en fait d'avoir moins de temps à consacrer sur la création de contenu, de la production de formats? Non, parce que j'en fais, en fait, il y a aussi des marques qui viennent me voir pour que je leur fasse de la création de contenu pour eux, avec moi, ma tête et tout, et ils me disent, ta carte blanche. Et du coup, je m'éclate vraiment. Et c'est assez génial. Ça, c'est quand une marque te donne une carte blanche pour faire ce que tu veux dans ton ton. C'est comme si je le faisais pour moi, sauf que je suis rémunéré, quoi. Donc, du coup, je crée plein de trucs hyper rigolos que moi j'adore faire pour des marques et en plus on est rémunéré, donc c'est assez jouissif. Donc ça me manque pas du tout. Puis j'ai quand même ce Hontis la toile qui est assez, c'est du temps et c'est ta petite cour de récré, quoi. Ouais, c'est ma cour de récré. J'apprends beaucoup de plaisir et c'est génial. Et un autre sujet, moi, qui en fait du coup qui me passionne et c'est le sujet qui est un peu de notre thèse sur le Startup Studio, qui s'appelle La Chapelle, avec notre premier SaaS là qu'on a monté qui s'appelle Frisbee, qui est vraiment sur l'influence B2B. Toi aujourd'hui, tu te considères comme une influenceuse ou pas? Ah ouais, je pense que je suis une influenceuse. J'aime pas ce terme évidemment, mais je pense que j'influence. Moi, il me gêne pas en fait, franchement. Il est un peu galvaudé, mais c'est littéralement, je pense que j'influence des gens à la fois sur Instagram où là c'est du B2C et aussi en B2B, enfin B2B, B2B, mais sur LinkedIn par exemple. Je sais que quand je prends la parole, je parle de choses sur des posts et tout, on me dit grâce à toi du coup je me suis lancée là-dedans, j'ai pris le logiciel que tu m'as recommandé, etc. Donc oui, je suis une influenceuse, quoi. Et aujourd'hui, t'as des contrats d'influence B2B pour tes réseaux? Ouais. Tu travailles avec qui par exemple? Là c'est tout nouveau, ça fait 2 semaines. Je peux pas les dire parce que c'est pas c'est là. J'ai les propals, j'ai fait la machin. Mais en gros en l'occurrence c'est une agence d'influence. Donc je parle de son agence. Une agence d'influence B2C? B2B. Ah, donc un concurrent à moi, du coup. Non, une agence d'influence B2C. Ah, ok. Et un logiciel. Ok, et un logiciel. Voilà. Mais ça, par exemple, le logiciel, typiquement, je ne connaissais pas ce logiciel. Je dis, attendez, moi, je fais pas la promo sans avoir essayé. Donc là, je vais essayer le logiciel, voir si ça me plaît, si c'est UX, si c'est machin. Et après, je fais mon wording et je fais. Et en l'occurrence, là, c'est plutôt une vidéo. Je vais faire une vidéo un peu rigolote sur le logiciel. Ok, nice. Et ça, c'est quelque chose que tu veux continuer à pousser ou ouais, c'est quoi? Tu sais les opportunités qui viennent à toi ou pareil, tu as quand même du sales et toi-même tu fais du sales là-dessus? Jusqu'alors, c'était les opportunités. Là, j'ai quelqu'un maintenant qui va s'occuper de la brand de Penelope Boeuf dédiée. Et donc, il va s'occuper de trouver des sales, de trouver des annonceurs, de trouver du sponsor pour les podcasts. Là, j'ai mis quelqu'un dédié, quoi. Ça, tu vois, en gros, limite, toi, ce qu'il te faudrait et ce qu'il faudrait peut-être à beaucoup, en fait, c'est un peu ce que fait Orso Média
au podcast, en fait, il faudrait que quelqu'un le fasse pour les marques personnelles en fait. Bah ça existe, hein. Ouais. En fait, c'est des agents, quoi, mais... Bon, il n'y en a pas tellement en fait. Hein. T'as l'agence Les Années Folles qui fait ça. T'as pas tant d'agences que ça. Je pense que hein. toutes les agences d'influenceurs B2C Ouais, mais B2C, mais pourraient avoir mais leur branche, et je pense qu'il y en a qui ont leur branche B2C. Mais c'est vrai que j'en connais pas, hein, mais oui, complètement. Tout à fait. Ok. Lance-toi là-dedans. Mais en fait, bah, nous, c'est ce qu'on fait. Mais sauf que nous, T'as on pas fait. d'un pool de... Si Moi, j'ai un pool du coup d'influenceurs. Du coup, il faudrait que. bah voilà. Faut que je te rentre dedans. Bah voilà. Toi, t'es cher, je pense, non? Moi, je suis très chère. Ah, t'es très Ouais, cher. je suis très Mais chère. c'est Cali. Mais non c'est quel... bah, je suis très chère parce que c'est Cali. Non, mais en vrai, bah écoute, on s'en reparlera après le podcast. Mais en fait, nous, c'est ça. Hein, moi, je me suis intéressé en fait à l'influence B2B. Franchement, bah, dès le départ, hein, dès fin 2021, quand c'était vraiment les prémices. Je veux dire, il n'y a que les Américains qui faisaient ça. Tu vois, le premier client que je signe fin 2021, c'est Notion. Ouais. Et eux, ils étaient déjà prêts. Tu vois, genre la nana avec qui je parlais était influenceur manager. Genre, c'était vraiment leur taf. D'accord. Après 2022, je continue, tu vois, un peu à chercher, à essayer de parler aux Français. Mais là, tu vois, c'est les scale-up à me filer des queues de budget pour tester ou quoi. 2023, tout le monde en faisait. Et là, 2024, ça éclate de Et du coup, ouf, c'est quoi. quoi? C'est des posts LinkedIn? C'est quoi? Là, en fait, c'est essentiellement LinkedIn, newsletter et podcast. En fait, c'est très simple. Hein. On prend les marques. Tu vois, alors, je ne vais pas prendre Mythic parce que c'est une marque B2C. Tu prenais une marque de logiciel, tu vois, par exemple un Penny Lane. Ouais. Ils ont un budget. Ils disent, bah voilà, là, on va lancer telle nouvelle feature. On veut faire du bruit à ce moment-là, sur cette timeline. On a, je sais pas, 10 000 € de budget. Qu'est-ce que tu peux faire avec 10 000 €? Bah moi, je dirais avec 10 000 €, déjà, je pourrais activer Pénélope Boeuf. Pénélope Boeuf, du coup, elle peut te faire un post LinkedIn, une story Insta et elle peut te faire un truc de podcast. Là, du coup, ça va être X de budget. Du coup, avec les X restants, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Et bien sûr, nous, on garde notre cut qui est notre marge derrière. Ok. Donc ça, c'est sur la partie B2B. Et en fait, toujours sur la partie B2B, parce que là, c'est la partie macro-influence. Ouais. Il y a la partie micro-influence avec ce qui s'appelle Frisbee. Et c'est là, en fait, c'est un système de gifting. Je sais pas si tu connaissais Ivancy ou des boîtes comme Emblem ou ce genre de boîte. Bah là, c'est simple, en fait, on va reprendre Penny Lane. Là, ils payent 500 € Ouais. et on leur trouve 10 micro-influenceurs qui vont faire des posts sur eux. Ils sont pas payés, les micro-influenceurs, et en échange, ils ont Penny Lane gratuit pendant 3 mois ou 6 mois. D'accord. Voilà. Ok. Très intéressant. C'était pour ça. C'était petite autopromo. La petite autopromo, ouais, en même temps, on est chez moi, on fait ce qu'on veut, hein, tu vois. Et du coup, en fait, on va arriver vers la fin du podcast. Ouais. Donc, du coup, mon avant-dernière question pour toi, c'est est-ce que toi, il y a des sujets que tu aurais kiffé qu'on aborde et qu'on n'a pas abordé? On aurait pu aborder le sujet de pourquoi est-ce qu'on fait un podcast dans une voiture. Ah, mais ça, c'est toi qui me poses la question, du coup, c'est plus la même. Bah oui, mais bon, je sais pas, on aurait pu en parler. Bah vas-y, en vrai, franchement, Pourquoi est-ce qu'on fait un podcast dans une Je voiture? peux répondre parce que tout le monde le fait dans un studio ou en visio ou autre. Je me dis qu'est-ce qui peut être On aurait pu le faire à vélo. original, mais en fait, tu sais que là, c'est le storytelling, il est comme ça, mais en vrai, c'est plus terre à terre que ça. C'est que je me dis, putain, en fait, je m'appelle Hugo Benz. Si je faisais un truc dans une Mercedes-Benz, je pourrais peut-être aller convaincre Mercedes de sponsoriser mon podcast. Ça, c'est parti de là. J'ai appelé Mercedes. Ils m'ont dit non, ça nous intéresse pas. Je dis ouais, mais ok, bon en fait l'idée elle est quand même bonne, donc je vais la garder. Et du coup c'est là que j'ai eu Comin, le Uber français, donc comme je t'expliquais tout à l'heure en off, à qui j'ai proposé le projet, que ça a chauffé. Du coup je connais Yann puisque c'est mon demi-frère qui a sa boîte de prod qui s'appelle Little Big Film. Je dis est-ce qu'on pourrait faire, tu crois, un setup dans un van Mercedes? Oui, on pourrait faire ça pourrait être sympa. Et en fait voilà, je lui dis écoute, let's go. J'ai envoyé. J'ai pris mon CRM, j'ai pris les 20 que je voulais avoir en suivant. Je vous ai envoyé un mail à vous 20. Et en vrai, j'ai pris les 9 premiers qui ont répondu. Donc, c'est pas les 9 premiers qui font le podcast là, parce qu'il y en a qui m'ont dit oui, mais qui finalement après, ils étaient plus dispo. Donc, en fait, je l'ai remplacé en fait, au fur et à mesure. Et ton générique, c'est Hugo Benz. En fait, j'aimerais bien, mais je pense que si je fais ça, YouTube va me niquer parce que j'ai pas les droits de la chanson. Mais t'as le droit de le chanter. Non, mais toi, tu le chantes. Ah, si c'est moi qui le chante, Ouais. ça va être ridicule. Mais justement, c'est ça qui est drôle. Ouais, je pourrais peut-être le sampler, tu sais, mettre un petit autotune, un truc comme ça. Ouais. Tu demandes à Quentin Mosiman là, de te faire un petit sample, tu vois. Qui c'est ça? Quentin Mosiman? Non, je connais pas. Ok. Ancien de la Starac qui maintenant fait des sur TikTok. Ah, mais je crois, tu m'en as parlé hier, Pierre, non? Ah, mais c'est ça. Pierre, c'est le conducteur qui me fait oui. Voilà. Et c'est pour ça que quand tu m'en as parlé, je dis putain, j'ai quelqu'un qui m'a parlé de son blaze il y a pas longtemps, quoi. Pierre adore. Voilà. Eh ben écoute, on appellera Quentin J'habitais là, mais c'est pas grave. et on lui proposera. Ah Pierre, tu t'es gouré apparemment, elle habite là-bas, Pénélope. C'est pas grave, ça marche aussi à droite.
Mais c'est nickel. Pierre, il est pas muet, hein, mais là, il ne parle pas. Ouais, non, mais en fait, il fait ça parce qu'il est sympa, parce qu'il a pas de micro. Mais écoute, en tout cas, c'était un plaisir de faire ce podcast avec toi. Du coup, où est-ce qu'on te suit? Alors, on me suit sur LinkedIn, Pénélope Boeuf. On me suit sur Instagram, Pénélope Boeuf. On me suit sur TikTok, Pénélope Boeuf. Mes podcasts, on tape Pénélope Boeuf et il y a mes 10 podcasts qui sortent. Voilà, mais voilà, et puis on peut aller sur le site de l'agence. Et puis bien sûr, on va sur le site de l'agence. Et là, on va aussi sur le site pénélopeboeuf.com, qui est un nouveau site qui vient de sortir depuis la mi-octobre. Ego Trip à fond, quoi. Ego Trip. Non, mais en fait, c'était plus pour une question de lisibilité. Ouais. Parce qu'à force d'avoir un personal branding trop fort pour l'agence, on savait pas trop ce que je faisais. Donc maintenant, quand je parle de moi, c'est pénélopeboeuf.com. Et si vous voulez du contenu et du machin de l'influence. Et sinon, l'agence est gérée par mon DG, Romain. Ok. Voilà. Toi, tu t'es un peu pas détaché de l'agence, mais c'est vrai que c'est opérationnellement parlant, tu fais plus ça à 100%. En vrai, si. Mais c'est pour la lisibilité de la com. La lisibilité de la com, c'est mieux de dire il y a quelqu'un qui gère qui gère opérationnellement et moi je suis derrière en mode. Mais ce qui est vrai, moi je fais que de la créa, de la vente, tu vois. Écoute. Je paye plus les salaires, tu vois. Non, mais écoute, on est bien d'accord là-dessus. Bah, du coup, vous suivez Pénélope sur tous ses réseaux, mais surtout écoutez les podcasts parce que c'est des petits bonbons. Sucré, acidulé parfois. C'est un mot qui existe, acidulé ou pas? Tout à fait, bon acidulé. Ouais. Écoute, merci beaucoup Pénélope en tout cas d'avoir passé du temps avec nous. En plus, tu vois, on te ramène chez toi, c'est quand même assez royal. Ouais, je crois que c'est le premier podcast de France où on ramène les gens chez eux. Franchement, si je pouvais refaire un demain, tu peux refaire un podcast devant toi. On va peut-être être à court, quoi. Moi après, je rentre à Bordeaux, mais en plus là, à droite, c'est parfait, Pierre. C'est parfait parce qu'on va pas donner ton adresse parce que sinon il y a tous tes fans qui vont venir en furie. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on est près de la gare et ça, c'est parfait pour moi. C'est royal, voilà. Bah écoute, merci Pénélope, je vais faire les petites mentions légales de fin. Très bien. Si vous pouvez, si vous écoutez en audio, vous pouvez mettre un petit 5 étoiles, ça prend une seconde, on le sait, c'est hyper important pour que je me rapproche du top. Non, pas Mathieu Stéphanie, je sais que je le doublerai jamais. On l'embrasse ce matin parce qu'on le vanne, mais en fait c'est parce qu'on l'aime et parce qu'on l'admire. On le vanne Mercedes. Putain, on va rester là-dessus. C'est la meilleure de le truc. Juste si vous êtes sur YouTube, pareil, like, commentaire, abonnez-vous. Enfin, bref, vous connaissez le truc. À bientôt sur La Chapelle Radio. On vous aime. Bisous à tous. Merci Comine, merci Pierre de nous avoir drivé. Merci Yann, Little Big Film pour le setup vidéo. Merci à tous. Dieu vous bénisse. Et franchement, portez-vous bien et allez voir un urologue. C'est très important. Très important. Et on restera là-dessus. Ciao. Ciao.